Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Un journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Bonsoir Aurélien, pardon. On va y arriver. Au sommaire, l'hommage à Sébastien Bargazoa. Le 16 janvier dernier, il perdait la vie après avoir été percuté par une voiture le long de la ligne droite des Hunaudières. Une marche noire a eu lieu au Mans. À quoi servent vos impôts en Sarthe? Les finances publiques font de la pédagogie auprès du grand public. Et puis nous terminerons ce journal avec un peu de patrimoine. Nous irons du côté de la fonderie d'Antoigné. C'est à Saint-James-sur-Sarthe. Et on parlera patrimoine aussi avec notre invité ce soir. Tout à fait, Aurélien. On reçoit ce soir Maximilien Cadiou, membre de l'association H24. L'association des chercheurs de l'histoire des 24 heures du Mans, un groupe de passionnés qu'on qualifie d'archéologues de la course parfois, un terme qui en dit beaucoup sur leur travail, vous verrez pourquoi. Ils demandent la vérité. La famille et les proches de Sébastien Bargazoa ont défilé pour lui rendre hommage. Une marche noire a eu lieu ce mercredi au Mans, d'Antares aux Hunaudières. L'homme de 48 ans a perdu la vie le 16 janvier dernier après avoir été percuté par une voiture au niveau de la route des Hunaudières alors qu'il rentrait de son travail. Aujourd'hui, sa famille et ses amis demandent que toute la lumière soit faite sur ce drame. Anthony Piton, Cyrielle Le Chat. La famille est en deuil, leur tristesse immense et peut-être encore plus en cet endroit. C'est ici que le 16 janvier dernier, Sébastien Bargazoa a perdu la vie. Justice pour Sébastien! L'habitant de Mulsanne était renversé par une voiture alors qu'il rentrait à pied de son travail. C'était il y a 6 mois et depuis, sa famille attend des réponses. On est venu m'annoncer la mort de mon mari, mais la suite, je ne connais pas. C'est le silence après. Je ne connais pas la suite, donc je veux connaître la vérité et que la justice ne l'oublie pas, que justice soit faite. Je veux savoir, parce que j'ai 2 petits bébés, il faut que, en grandissant, que je leur dise, voilà, vous n'avez plus de père, mais voilà ce qui s'est passé. Parce que lui me pose la question. Il me demande tout le temps, maman, pourquoi je n'ai plus de papa? Une enquête est en cours, elle est conduite par la gendarmerie, mais aucune information n'est délivrée à la famille. C'est le sens de la marche qu'ils organisent. Une conductrice de 61 ans aurait été entendue par les enquêteurs sans qu'aucun retour ne leur ait été adressé. Jusqu'aujourd'hui, on pense que l'enquête est en cours, mais nous n'avons pas d'informations sur ce sujet. Et le fait de rester sans réponse, c'est un traumatisme encore très puissant pour une personne qui a perdu un être cher. Ça veut dire qu'on est dans l'incapacité de faire son deuil. En février dernier, Sébastien Bargazoa a été enterré au Cameroun. Aujourd'hui, il reste encore de nombreuses zones d'ombre à éclaircir. Une question à présent dans ce journal. Enzo, où vont donc les impôts des Sartois? Eh bien, c'est la question à laquelle ont répondu la direction départementale des finances publiques et le préfet de la Sarthe. Ce mardi, des Sartois et des Sartoises ont été invités à une réunion publique pour tenter de comprendre justement comment était utilisé leur argent. Explication avec Florian Wozniak. C'est une scène pour le moins inédite. Au milieu, le directeur départemental des finances publiques et le préfet de la Sarthe. À leur côté, des Sartois et des Sartoises invités pour comprendre comment sont utilisés leurs impôts en Sarthe. Je ne suis pas ignare, si je peux dire, sur tous ces chiffres-là, mais c'était intéressant de les comprendre, mais je dis qu'il faut les expliquer davantage. Quand quelqu'un paye sa cotisation, je dirais, sociale 200 € par mois, il paye 2400 € dans l'année. Mais s'il est opéré, il lui faut 50 cotisations pour rembourser l'opération. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. L'occasion également pour l'administration de comprendre les difficultés rencontrées par les citoyens au moment de leur déclaration d'impôt. Les citoyens qui étaient là ont pu s'exprimer. Donc ils ont pu s'exprimer parfois pour critiquer, en tout cas pour s'interroger sur des voies d'amélioration de notre fonctionnement, en trouvant pour certains que notre site n'était pas assez lisible, le site impôt.gouv.fr devait être amélioré, en critiquant parfois le langage administratif trop compliqué, et puis d'une manière plus générale, en mettant un petit peu en cause, en tout cas, la complexité du système fiscal français. Le compte-rendu de ces échanges sera envoyé directement au cabinet du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Et si vous souhaitez vous aussi comprendre comment sont utilisés vos impôts en Sarthe, direction le site économie.gouv.fr dans la rubrique « En avoir pour mes impôts ». Et la direction départementale des finances publiques de la Sarthe annonce par ailleurs qu'un délai supplémentaire d'1 mois pour effectuer votre déclaration d'occupation via le service Gérer mes biens immobiliers a été accordé. Les propriétaires ont donc jusqu'au 31 juillet inclus pour mettre à jour leur dossier.
Il réalise un travail précieux, on pourrait même dire de fourmi sur l'histoire des 24 heures du Mans. On reçoit ce soir l'un des membres de l'association H24, Maximilien Cadieux. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Maximilien Cadieux. Bonsoir. Alors H24 pour Association des chercheurs de l'histoire des 24 heures du Mans. Voilà un groupe de 10 passionnés bénévoles dont vous êtes le Benjamin et qui s'attellent finalement à faire un travail d'historien sur la course et autour. Comment c'est né ce groupe? Il me semble que c'est parti d'une erreur que vous avez trouvée sur le classement de 1923, de la course 1923, c'est ça? Alors oui, on est 10, j'étais pas encore dedans à cette époque-là, mais c'est vrai, il y a eu une inversion dans le classement de 1923 et ça a été repéré par un des membres de la famille du pilote qui était concerné. C'était Armand de la Rochefoucauld. Son oncle a fait les 24 heures en 1923, Sostène la Rochefoucauld sur une Bugatti, et en fait, sur le classement de 1923, les numéros ont été inversés au moment de retranscrire le tableau de classement sur l'ouvrage qui faisait référence à l'époque, qui a été écrit par Roger Labrique. Et voyant cette erreur-là, signalée par la famille, on s'est dit, on a la preuve, d'accord, mais est-ce que ça ne s'est pas produit pour d'autres concurrents? Et de fil en aiguille, ça s'est poursuivi, rassemblé. À la fin, les gens s'intéressant au même sujet se sont rencontrés et on en est arrivé à cette association. Alors justement, votre but, c'est quoi? C'est de faire connaître l'histoire des 24 heures, de rectifier des erreurs aussi. Est-ce que vous travaillez justement avec l'ACO maintenant sur ces sujets, sur l'histoire des 24 heures? Maintenant, oui, on est partenaire avec eux. On travaille notamment avec le musée des 24 heures du Mans, donc, qui est très preneur de notre aide pour ces éléments-là. On n'a pas vocation à chercher l'erreur pour chercher l'erreur. Le but, c'est vraiment de vivre notre passion. On constate qu'il y a des erreurs, ça arrive partout, ça arrive à tout le monde. On en a corrigé certaines, mais pas toutes parce qu'on ne les connaît pas. Donc le but, c'est de faire vraiment profiter, de rendre accessible l'histoire de la course au plus grand nombre. Alors comment vous travaillez? C'est la question qu'on peut se poser finalement pour faire un travail de recensement comme ça, de recherche. Sur quoi vous appuyez? Alors, on est assez éclaté sur l'ensemble de la France, parce qu'on a des Alsaciens, des Parisiens, Tourangeaux, Bretons, etc. On travaille à distance avec les sources qui nous sont accessibles, les journaux qui ont été numérisés, les archives d'état civil qui sont accessibles en mairie, plein d'autres petites choses comme ça qu'on peut avoir sous la main. Et après, on recroise ces informations avec les archives qu'on a d'époque. Et puis après, les mails, les visios. On n'a pas attendu le confinement pour faire des visios. Et comme ça, on échange entre nous. C'est un travail un peu fastidieux ou pas de faire ça? Les plus anciens ont commencé il y a 40 ans à travailler sur les 24 heures. La course a 100 ans cette année. Forcément, ça représente beaucoup de temps. Pour le livre qu'on a pu faire cette année, c'est un peu plus de 14 mois de travail pour celui qui a passé le plus de temps à rédiger le livre. Justement, on va en parler de ce livre. Il est juste là. Alors finalement, ça traduit quand même une grande part du travail de votre association. 3460 pages qui rendent hommage à tous les pilotes de la course. On y retrouve vraiment une espèce de bible avec les pilotes, leurs photos, une partie de leur parcours. Qu'est-ce que vous avez découvert justement en enquêtant, entre guillemets, sur tous les pilotes qui ont participé aux 24 heures depuis 1923 ? On découvre que les 24 heures, c'est une histoire humaine. On l'entend très souvent. Là, ça se concrétise parce que s'il n'y a pas de pilote, qui va conduire la voiture? Donc, 3460 pilotes, ça fait beaucoup. Il y a aussi ceux qui n'ont pas pris le départ de la course, auxquels il faut aussi penser. Et on a découvert des petites choses amusantes. Déjà, à quoi ils ressemblaient, à quel âge ils auraient pu faire la course, donc pour les plus jeunes, pour les plus âgés. Et puis, des histoires de famille, parfois, un petit peu sur leur vie professionnelle. On a vu qu'il y avait beaucoup, c'est vrai, de père et fils, mais d'autres membres de famille qui ont fait la course. C'est un travail titanesque de faire un tel livre. Ça prend pas mal de temps et pas mal de soirées, ouais. Alors ce livre, il n'est pas vendu au public, mais finalement vous avez des sites internet. On peut retrouver pour le grand public, là, en tout cas, une grande base de données déjà avec beaucoup d'informations sur la course. Le livre compile l'historique des pilotes, mais il y a aussi bien sûr l'historique des voitures. Et tout ça, on le retrouve avec 2 sites internet confondés des auteurs de ce livre-là. Donc c'est les 24heures.fr et 24 heures en piste. Donc là, on retrouve toutes les informations qui ont servi à la rédaction de ce livre. Eh bien voilà, tout est dit. Merci beaucoup Maximilien Cadieux d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette très belle association qui mérite d'être encore plus connue. Merci beaucoup. Merci. Autre association dont on va parler maintenant, l'outil en main qui fête ses 10 ans. Et oui, cela se passait ce mercredi matin à la ferme de l'Épine-Arouillon, c'est près des jardins de Vaujoubert. Le but de cette association, initier des jeunes à la découverte des métiers manuels comme la maçonnerie ou la plomberie.
Plusieurs d'entre eux ont pu se voir remettre ce matin un certificat après avoir suivi des ateliers pendant plusieurs semaines pour faire naître des vocations. L'outil en main recherche des bénévoles. Vous pouvez vous adresser à leur adresse mail contact oemlemencentre@gmail.com. Et puis pour finir ce journal, direction la fonderie d'Antoigné. Et oui Aurélien, c'est à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, un fleuron de l'industrie sartoise du 19e siècle qui est au fil des années devenu un musée. La commune vient de recevoir 8 000 € de la Caisse d'épargne pour restaurer l'une des statues du site. Un projet de restauration qui a été entièrement pensé par des étudiants de l'Université du Mans dans le cadre d'un concours. Elle est l'un des symboles de l'industrie sartoise. Fondue en 1889 par l'usine Chappé, cette statue va pour la première fois être restaurée grâce à ces deux étudiants. Ils ont remporté le concours du plus grand musée de France, un projet porté par la Fondation pour la sauvegarde de l'art français et la Caisse d'épargne qui vise à valoriser le patrimoine local. On a véritablement eu un coup de cœur pour l'histoire et aussi cet objet qui était assez original par rapport aux autres territoires en jeu dans ce concours. À la clé, 8 000 € remis à la commune pour redonner à la statue toute sa beauté d'antan. L'idée, ce serait de la sabler totalement, donc de la tête aux pieds, et de la repeindre totalement en blanc pour lui redonner son cachet originel. Et donc, enfin, tout en haut de cette statue, on viendrait y reposer une lanterne. Pendant plusieurs mois, Paul et Félix ont imaginé ce programme de restauration, un exercice concret pour ces étudiants qui se destinent à devenir guides conférenciers. Ça a été l'occasion d'être véritablement dans la réalité du terrain, de la médiation du patrimoine, c'est-à-dire de rencontrer tous les acteurs, à la fois les collectivités territoriales, les mécènes. Donc ils ont dû apprendre finalement à la fois à présenter ici cette œuvre qu'ils ont donc défendue lors du concours, et puis ils ont appris toutes les ficelles du métier de médiateur du patrimoine. Et pour la fonderie, c'est une occasion rêvée de mettre en valeur cette histoire et ce lieu, parfois oublié. Il y a eu à peu près jusqu'à 2000 personnes dans les années 60 qui ont travaillé et puis ce site a fermé progressivement. C'est vraiment l'idée de parler de cette mémoire ouvrière, de parler aussi de comment était incarné ce travail. La restauration des Grâces d'Antoigné devrait durer 1 an. Viendra ensuite un spectacle son et lumière. De quoi entretenir la mémoire de la famille Chappé encore longtemps. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Enzo. Merci Aurélien. On se retrouve dans quelques instants, juste après une page de pub. On va parler antiquité et brocante avec Armel Labbé. Ça va sentir les vacances. À tout de suite.